Merci beaucoup, Connor. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à ce panel sur notre soutien aux membres autochtones. Alors, je tiens à souligner que je me trouve à Ottawa, sur le territoire non cédé et non restitué de la nation algonquine Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Vous êtes invité et encouragé à partager l'endroit où vous vous trouvez et à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez en utilisant la fonction du clavardage. J'aimerais le mentionner. Vous pouvez tout simplement nous dire d'où vous nous rejoignez. Donc, il s'agit là d'un événement de l'AFPC. Donc, je vais vous donner lecture de notre déclaration contre le harcèlement. Alors, notre syndicat est fort grâce aux membres qui travaillent ensemble pour améliorer nos vies professionnelles et pour préserver les droits pour lesquels nous avons lutté. Le respect mutuel est la pierre angulaire de cette collaboration. Les membres, le personnel et les personnes de soutien non membres du personnel ont également le droit d'être à l'abri du harcèlement psychologique, tant au niveau du syndicat et au milieu de travail, et le contenu affiché ou posté sur la plateforme de l'événement ainsi que toutes les discussions sur la plateforme doivent être respectueux. Donc, en clair, le harcèlement comprend toute forme de comprend plutôt l'intimidation en ligne, le contenu, le langage menaçant, abusif, diffamatoire, indécent ou répréhensible sur la plateforme de l'événement, sur tout autre réseau électronique connexe. En clair, les contenus ou les discussions dont un conflit en soi ne constitue pas un acte de harcèlement. Le harcèlement comprend plutôt l'intimidation en ligne, le contenu ou le langage menaçant, abusif, diffamatoire, obscène, indécent ou répréhensible sur la plateforme de l'événement et sur tout autre réseau électronique connexe. En clair, les contenus ou discussions à caractère raciste, sexiste, homophobes, transphobes ou autrement discriminatoires ne seront ni tolérés ni acceptés. Le contenu et les discussions ne doivent pas être offensants, que ce soit par leur ton ou leur nature. Si vous êtes victime de harcèlement lors de cet événement, veuillez contacter la personne ressource identifiée pour la lutte contre le harcèlement, qui dans ce cas est Connor Spencer, pour ce panel afin de discuter de la situation. Les processus de résolution précoces et informels sont fortement encouragés. Dans la mesure du possible, les membres doivent s'engager dans un dialogue respectueux pour résoudre le problème. La personne ressource anti-harcèlement est disponible pour faciliter cette discussion. Si cette conversation n'est ni fructueuse ni possible, la procédure appropriée décrite dans les politiques, directives, les conventions collectives, les statuts ou les règlements relatifs au harcèlement sera pleinement et rapidement engagée. Le harcèlement sous toutes ses formes nuit à notre objectif commun et affaiblit notre syndicat. Que chacun d'entre nous se traite avec gentillesse, compassion, dignité et respect. C'est un plaisir pour moi de présenter Chris Elwood, président national de l'AFPC, pour quelques remarques préliminaires. Souligner que je suis à Ottawa sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe Algonquin. First of all, I want to thank you all for. J'aimerais commencer par vous remercier d'avoir rejoint ce panel. J'aimerais remercier Lorraine Rousseau ainsi que le personnel de l'AFPC qui a aidé à organiser ce panel et aussi à nos panélistes qui vont nous parler de comment est-ce que nous pouvons travailler en tant que syndicat pour faire avancer les droits des peuples autochtones à la table de négo. Même si nous sommes en train d'arriver au terme du mois des peuples de l'histoire autochtone et que nous sommes en train d'apprendre la contribution et les réalisations des Premières Nations, des Nations Inuites à travers le Canada,
Et nous devons continuer. Pour les personnes qui ont immigré ici et nous autres au sein du syndicat, nous devons continuer à réfléchir à notre histoire et prendre l'engagement d'apprendre et de déconstruire certaines notions reçues à chaque jour. J'aimerais exprimer ma sincère gratitude pour les contributions des membres autochtones de l'AFPC et du personnel qui ont aidé à façonner notre travail sur le chemin de la réconciliation. Nous sommes engagés à décoloniser nos processus et nos structures et nous allons continuer à prioriser cela dans le cadre de notre syndicat et cela inclut également ces préoccupations à la table de négo. Comme vous le savez, les lois discriminatoires et les actions contre les Autochtones ont affecté les langues autochtones. Bon nombre de ces langues ont été perdues et d'autres sont également menacées d'extinction. La langue est la clé de l'identité de soi et c'est le véhicule par lequel les traditions, les valeurs sont transmises et préservées. La Commission Vérité et Réconciliation, dans son appel à l'action, a parlé de la protection et le renforcement des langues autochtones. Nous devons tenir le gouvernement responsable pour ces appels à l'action. Nous devons également, bien entendu, voir où le gouvernement en tant qu'employeur et les autres employeurs sont rendus dans les actions pour reconnaître les langues autochtones. En 2019, le gouvernement avait passé la loi sur les langues autochtones qui était le projet de loi C-91 qui visait à préserver, protéger et promouvoir l'utilisation des langues autochtones. Dans la dernière ronde de négo, l'employeur avait accepté de mettre en place un comité conjoint pour examiner les compétences de langue autochtone dans l'exécution des missions et des tâches des employés. Dans cette ronde de négo, nous demandons l'introduction d'un nouvel article pour donner un bonus ou une prime de langue autochtone pour les membres qui utilisent les langues autochtones dans leur milieu de travail. Il y a actuellement une prime de bilinguisme pour les 2 langues officielles du Canada. Le bilinguisme est une compétence qui devrait être encouragée et reconnue dans la fonction publique fédérale. Nous aimerions que cela puisse être étendu aux langues autochtones et bien entendu, cela va faire partie de nos discussions ce soir. Cette ronde de négo, je n'ai pas besoin de l'insister, de le préciser, est cruciale pour tous les membres de l'AFPC. Chaque employeur avec lequel nous négocions est en train de nous observer et à voir ce qui va se passer lors de cette ronde avec le Conseil du Trésor. Et comme vous le savez, nous sommes en négo depuis plus de 12 mois et nous n'avons pas vu d'avancée du point de vue de l'employeur sur toutes nos revendications. Notre dossier, notre offre économique, ils nous ont répondu avec une gifle en plein visage, une proposition ridicule. Donc, pour cette ronde de négo, nous demandons à tout le monde de rester mobilisé et impliqué. J'aimerais prendre un instant avant de rendre la parole à Lorraine pour m'assurer que vous êtes tous au courant de notre campagne sur la soif de la justice dans l'esprit des communautés autochtones et dans l'esprit de la quête de justice. Nous avons lancé une campagne pour demander la disponibilité de l'eau potable pour tout le monde et de tenir le gouvernement responsable de respecter sa proposition, de mettre un terme à tous les avis de bouillir de l'eau avant de la consommer. Donc, cela fait partie de notre campagne assoiffée de justice. Et donc, cela nous rappelle les communautés dont l'eau potable, les sources d'eau potable ont été contaminées au mercure. Et donc, Aci Narrows fait partie d'une des plusieurs communautés au Canada qui n'ont pas accès à de l'eau potable. La plupart de ces communautés étant des communautés autochtones dans des réserves. Donc, assoiffés de justice commence où notre campagne est arrêtée. Donc, visite des communautés à travers cette partie du pays et à élargir ce portrait pour montrer comment est-ce que ce manque d'eau potable affecte des communautés à travers le Canada et les Premières Nations, y compris les membres de l'AFPC. Je vous encourage tous à visiter le site web de l'AFPC et de faire la promotion et d'appuyer notre campagne assoiffée de justice. Merci d'être là ce soir. Lorraine, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Chris. C'est tellement inspirant ce que vos propos. Merci beaucoup. Et comme peut-être vous êtes au courant ou peut-être vous ne l'êtes pas, je m'appelle Lorraine Rousseau. Je suis vice-présidente régionale pour le Nord. Je travaille avec les territoires du Nunavut et du territoire du Yukon. Nous avons
commencer notre événement avec une reconnaissance du territoire. Et merci encore, Chris, pour cette reconnaissance du territoire. La reconnaissance du territoire n'est pas une déclaration symbolique, elle ne devrait jamais être une déclaration symbolique. Nous sommes ici aujourd'hui dans cet espace virtuel, dans un esprit de réconciliation et de solidarité. À la fin de cet événement, les participants auront la possibilité de prendre part à une action numérique pour soutenir une demande d'une allocation de langue autochtone aux tables du Conseil du Trésor. Le Nord présente des victoires lorsqu'il s'agit de lutter pour les droits des Autochtones au travail, à l'école et ailleurs. Il y a beaucoup d'inspiration à tirer du Nord, même si la situation est loin d'être parfaite. Le syndicat et le mouvement syndicat ont remporté des victoires. L'AFPC est reconnaissante aux travailleurs autochtones et leur communauté d'avoir défendu la justice comme ils l'ont toujours fait. Nous lisons sans cesse cette phrase dans les déclarations gouvernementales, « soutenir les communautés autochtones résilientes ». Depuis quand les communautés indigènes ne sont-elles pas résilientes? Les communautés autochtones ont toujours été résilientes et fortes. Je veux parler brièvement de deux gains récents à la table de négociation du Nunavut. La politique d'incitation à l'apprentissage de la langue inuit est en place au Nunavut. Et l'année dernière, une convention collective a été conclue avec la ville d'Iqaluit, une augmentation de la rémunération incitative fondée sur la maîtrise de l'Inuktitut. Voici un autre exemple. Un autre exemple. L'entente portait sur la chasse, la pêche, la récolte. Faire place aux langues et aux traditions autochtones et les honorer est un élément essentiel de la démarche de vérité et de réconciliation. Les appels à l'action 13 à 17 de vérité et réconciliation traitent des langues et des cultures autochtones. Les droits des Autochtones comprennent les droits aux langues autochtones. Je vous invite tous à télécharger les appels à l'action de vérité et réconciliation ou à voir le manuel au travail ou à la maison. Je l'ai avec moi tout le temps. Et à découvrir combien des 94 appels à l'action sont mis en œuvre dans votre ville, province ou territoire, à l'école, au travail, ailleurs. Les membres de la FPC ont toujours été en première ligne lorsqu'il s'agit de passer à l'action. À l'échelle régionale, nous avons lancé la campagne Ilunata qui vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans les collectivités éloignées du Nord. À l'échelle nationale, il y a quelques semaines, comme Chris a dit, nous avons lancé la campagne Toujours soif de justice parce que des centaines de collectivités, dont la plupart sont des communautés autochtones, n'ont pas d'accès à une eau sûre, saine et propre. Si vous n'avez pas encore agi, je vous invite à visiter les sites www.ilunata.ca et et c'est déjà dans le chat, stillthirstyforjustice.ca. Nous avons une voix forte, ou nous l'avons. Nous devons l'utiliser, cette voix, pour lutter pour le changement sur le lieu de travail, dans les écoles, les services et ailleurs. Dans le mouvement syndical, la table de négociation est notre outil le plus puissant pour lutter pour le changement. J'ai mentionné quelques-uns des gains que des solides équipes de négociation ont pu réaliser au Nunavut. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, tant à ces tables-là qu'à celles du Sud. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en présence de grands conférenciers, d'infatigables défenseurs des droits des travailleurs et de la justice sociale, qui partageront leurs expériences et leurs connaissances sur la façon dont nous pouvons soutenir les travailleurs autochtones à la table de négociation. Notre premier orateur est Michael Freeman. Michael est un membre actif du syndicat depuis 24 ans. Il a été président de la section locale 00128 pendant 21 ans. Il a été représentant de l'équité pour les personnes handicapées pendant les 8 dernières années. Et c'est
C'est son 6e tour en tant que membre de l'équipe de négociation AB. Je souhaite la bienvenue à Michael. C'est à vous la parole, Michael. Merci, Lorraine, et bonjour à tous qui sont ici ce soir. Nous apprécions votre présence. Je parle de mon salon à Hagersfield, qui est à côté de la réserve d'où je viens, celle des six nations dans le sud de l'Ontario. Nous avons 6 nations dans notre titre. Je travaille à une des écoles. Nous avons 5 écoles, environ 1200 étudiants. Nous sommes la plus grande réserve au Canada par sa population, mais une des plus petites par son territoire. Pourquoi cette indemnité est-elle importante, celle des langues autochtones, pour les membres? On m'a enseigné il y a longtemps, lorsque j'ai commencé à militer pour le syndicat, qu'un préjudice pour l'un est un préjudice pour tous, et j'y crois. Et il s'ensuit que la demande de l'un est la demande de tous. Si c'est important pour un, nous devrions argumenter au nom de cette personne pour qu'on puisse réaliser ce qu'ils ont besoin dans la convention collective. Toute revendication qui est réalisée et incluse dans la convention collective, c'est un progrès pour certains, un progrès pour tous. Lorsque quelqu'un gagne, nous gagnons tous à un certain niveau. Ce n'est pas seulement important pour les membres sur les réserves, les 3 dernières réserves qui ont leur champ de compétences sur l'éducation. Pourquoi cette allocation pour les langues autochtones est-elle importante pour moi personnellement? Ça fait longtemps que je lutte pour les droits des peuples autochtones et d'autres groupes marginalisés. Tout au long de mon militantisme syndical ainsi que dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de combats à surmonter. Les membres de notre... J'essaye de voir à ce que ça se retrouve dans la convention collective, cette allocation. Et le gouvernement traîne de la patte. Il y a d'autres dossiers auxquels j'ai participé lorsque nous avions la lutte pour l'élargissement du langage de non-discrimination dans nos conventions collectives pour inclure l'identité et l'expression sexuelle. Nous avions des questions d'équité salariale à la table EB. On a essayé de trouver des solutions. On a ajouté congé pour le deuil. Il y a 3 rondes et lorsque c'est sorti, ils se sont moqués de nous. Ils ont dit des choses idiotes. Pourquoi ils veulent congé de deuil pour un ami invisible? Donc, ils n'ont pas de respect pour la culture autochtone et pour cette lutte. Ils n'ont pas de respect pour les langues autochtones non plus. Et nous nous souvenons de la lutte il y a quelques rondes pour ce qui est de nos congés de maladie. Cette allocation est très importante pour ma section locale et pour les 2 autres dans mon territoire. Et le gouvernement a essayé d'enlever la culture, les connexions avec la famille, le lien, la culture, l'histoire et la tradition orale, tout. Mon grand-père a été brutalisé dans les écoles de la réserve juste pour avoir parlé sa propre langue, le Tuscarora. Il était un chef héréditaire. Il était là en 1924 lorsque le gouvernement fédéral a dit qu'on ne pouvait plus avoir de conseil. Il parlait les 6 langues des Haudenosaunee. Il ne l'a jamais appris à ses enfants ni à ses petits-enfants. Les écoles étaient là pour éduquer les Autochtones. Quelles ressources perdues, quel héritage perdu. Une coupure a été créée par les politiques du gouvernement de l'époque.
Il y avait 139 pensionnats au Canada aujourd'hui. Les terres de 11 ont été fouillées, 128, on estime 10 000 sépultures ont été trouvées. La location est une possibilité pour que le gouvernement fasse des réparations et de honorer l'appel à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation. J'ai eu l'occasion de parler à la table, ce qui est inhabituel. On m'a demandé de parler sur ces questions. J'ai dit que plutôt que de traîner de la patte, vous devriez jouer un rôle, non seulement dans la vérité et de la réconciliation, mais pour réparer la relation pour que les langues autochtones puissent redevenir ce qu'elles étaient à une époque d'usage commun dans beaucoup des familles. Quelle a été la réponse du Conseil du Trésor au cours de la dernière ronde de négation? Cette question était l'une des dernières à en parler. Il ne voulait pas l'inclure, il ne voulait pas en discuter. Et il fallait qu'on tienne notre position. Et le Conseil du Trésor a présenté des arguments. Il voulait guider le dossier et pour qu'il puisse atténuer l'impact de travailler sur ce protocole d'entente. Il ne voulait pas inclure de libellé, il ne voulait pas créer un comité et certains changements ont été faits. Alors, on se demande comment il voulait procéder. Quelle a été la réponse du Comité des langues autochtones qui a des représentants du Conseil du Trésor et de l'Alliance? Beaucoup de travail a été fait, honnêtement. Une personne du côté du Conseil du Trésor a reçu le gros du travail. Merci d'avoir fait cela, mais la demande initiale a été perdue. Ils ont cherché des informations de ministères où il n'y avait même pas des membres de la table EB ou de la table PA. Et il y a eu des retards et des retards et tous ces retards, lorsque le rapport définitif a été écrit, il n'y avait pas de conclusion, il n'y avait pas de recommandation. Alors, on pense que c'est le Conseil du Trésor qui a volé la vedette. On se demande que faire. Quelle a été la réponse du gouvernement? Pourquoi est-ce que les politiciens ne se jettent-ils pas sur cette demande? Ou pourquoi ils n'insistent pas pour que le Conseil du Trésor règle cette demande? Il pourrait jouer un rôle vital pour que le Conseil du Trésor examine cette demande et dise que c'est non seulement important pour nous, mais important pour eux. Pourquoi ils ne voient pas ça qu'une étape positive est nécessaire vers la réconciliation? C'est une étape essentielle. Quel serait l'impact de l'obtention de la réalisation de cette revendication? Ce serait une façon pour les excuses de Stephen Harper de signifier quelque chose. Jusqu'à maintenant, il s'agissait de paroles creuses sans action. Cela montrerait que les appels à l'action en matière de vérité et de réconciliation seront réellement suivis des faits et ne seront pas simplement un autre document reposant sur une étagère. Cela signifierait que tous les enseignants qui utilisent leur talent dans le cadre de leur travail seront rémunérés pour cela. Lorsque j'étais dans une école dans les années 70, je recevais une demi-heure de formation de la langue mohawk par semaine. Je ne sais pas comment on peut apprendre une langue lorsqu'on nous enseigne cette langue qu'une demi-heure par semaine. Dans les années 80, on a vu que nos écoles n'étaient pas à la hauteur
Et le syndicat était là. On a dit qu'on ne veut plus que nos enfants fréquentent ces écoles. Les membres de l'Alliance n'ont pas voulu traverser les lignes de piquetage. Les membres du syndicat ne traversent pas ces lignes de piquetage. Et ils ont dit, si vous ne franchissez pas, il a dit, qu'il n'allait pas traverser. On a eu des écoles dans les années 90, ça comprenait des écoles d'immersion. Et il y a des façons où nous pouvons donner un nouveau souffle aux langues autochtones pour le peuple autochtone, mais il faut reconnaître qu'on a partagé les talents pendant des années et c'est comme un spécialiste en mathématiques ou en sciences ou en écriture. Ça voudrait dire que le gouvernement fédéral tenterait de redresser les torts imposés et appliqués par la politique fédérale et les lois du Parlement. Ce sont eux qui ont mis en place toutes ces choses négatives et qui ont essayé d'enlever tout. Certains parlaient de génocide et je ne suis pas en désaccord avec cela. Cela veut dire que le gouvernement fédéral entrerait dans une relation respectueuse que les Wampum ont signifiée il y a tant d'années. Cette allocation pour les langues autochtones est très importante pour moi, pour les membres à l'école, pour ma section locale et pour beaucoup de membres partout au Canada. Et j'espère que nous trouverons une façon de leur forcer, de faire forcer le Conseil du Trésor à regarder notre point de vue, parce que c'est très important. Et ils devraient voir que ce serait un gain pour eux s'ils acceptaient cette demande. Merci de m'avoir accordé la parole ce soir. Michael, merci beaucoup. Nous apprécions tellement. Je vous entends et je suis très honorée que vous ayez partagé cela avec nous. Merci. N'importe quand. J'ai bien aimé pouvoir vous adresser la parole. Notre prochain orateur, c'est Ray Wilson. Avec sa mère biologique Mohawk des 6 Nations en Ontario et son père biologique de la réserve de Rice Lake, près de Peterborough en Ontario, Ray a été adopté dans une famille de banlieue de classe moyenne en 1966. Comme beaucoup de personnes de cette génération, la RAF des années 60, il a perdu le lien quotidien avec sa famille biologique. Il a fréquenté le Sault Collège où il a étudié la foresterie et la géologie. Il est membre de la FPC et travaille depuis 32 ans pour le gouvernement du Canada dans des positions qui ont toujours eu une composante autochtone. Keen interest. Donc, il est intéressé vivement par les questions autochtones, tant dans le milieu du travail du gouvernement que dans le pays en général. Alors, Ray, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lorraine, et merci tout le monde. Je vous parle du territoire du traité 7 de la Confédération Blackfoot, et c'est un honneur pour moi de vous parler depuis ce territoire. Je vais aller un peu dans tous les sens parce que, comme Lorraine l'a mentionné, je n'ai pas été élevé dans une communauté autochtone, je n'avais pas de lien avec une famille autochtone et donc tout au long de ma tendre enfance, je savais exactement où les 6 nations se trouvaient. C'était à 30 kilomètres, à 30 000 à l'ouest d'où je vivais. Je savais qu'il y avait une grande communauté autochtone par là-bas, mais c'était à peu près tout ce que je savais. Tout comme, quels que soient les efforts que mes parents avaient faits, ils ont fait des voyages. J'ai fait des voyages 1 ou 2 fois, 1 à 6 fois par an, et cela ne m'a pas permis d'avoir une pleine immersion dans la culture. Et c'est lorsque j'ai été
j'étais plus âgé et que j'ai rejoint l'AFPC et le gouvernement du Canada, que j'ai pris davantage de conscience sur les questions autochtones. Et malheureusement, la plupart des préoccupations autochtones n'étaient pas les bonnes, n'étaient pas bien prises en compte. Et donc, pour quelqu'un qui a commencé sa carrière à la fin des années 70 et on est rendu en 2022, comme je l'ai mentionné à Corner quand vous parliez tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et c'est vraiment malheureux. Lorsque j'écoute Michael nous parler de la langue, par exemple, une des grandes préoccupations lorsque la commission d'enquête sur la vérité et réconciliation, lorsqu'il faisait le tour du pays, on se posait la question de savoir à quelle vitesse est-ce qu'on perdait nos langues autochtones. Et nous allons nous rendre à un point où nous n'aurons plus de langue autochtone du tout, parce que au fur et à mesure que nos membres peut-être passent de vie à trépas, on oublie la langue. Il semblerait que le Conseil du Trésor est prêt justement à traîner les pieds en ce qui concerne ces questions-là et ils ne ressentent aucun remords. Lorsque je regarde des choses qu'on pourrait faire, des actions qu'on pourrait mener pour rendre la situation un peu plus favorable aux populations autochtones en regardant, leur permettre de regarder une carrière, d'envisager une carrière dans le gouvernement fédéral du Canada. Et lorsqu'on regarde les événements des années 99, où je suis sorti, j'ai participé à un programme tiers comme chercheur technicien dans un programme autochtone. La première moitié était payée par le ministère de l'Agriculture du Canada et la deuxième partie était payée par notre ministère. Et l'idée était de trouver des employés autochtones qu'on pouvait impliqués dans ces projets, dans les communautés autochtones. C'était vraiment une bonne idée, un bon programme, sauf que quand je suis venu signer le contrat, on m'a offert la possibilité de prêter serment sur une Bible ou de prêter allégeance à la reine. Alors, ma question à la personne qui était responsable de me faire prêter serment, c'était que je ne voudrais pas faire l'un ou l'autre. C'est quoi la troisième option? Et puis la réponse que j'ai reçue était que la troisième option était que je ne fasse que je ne choisisse aucune de ces options et que je n'obtienne pas le poste. Alors je lui ai dit, ce n'est pas une option intéressante, mais il y a du mérite à ce poste. Alors, si je me souviens bien, j'ai prêté serment sur une Bible avec une main dans mon dos, avec les doigts croisés. Et donc, c'était comme ma façon à moi de dire oui, je vais dire ce que vous me demandez de faire, mais ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne façon de procéder. Pourquoi ne pas avoir un équivalent traditionnel? Par exemple, tous les bâtiments qui sont utilisés pour les employés autochtones pour qu'ils puissent prêter serment de leur façon. Ils ont une façon très symbolique comme ça dans la culture d'exprimer ce genre de situation. Donc, les bâtiments du gouvernement devraient reconnaître cela parce qu'il s'agit d'un aspect important de notre patrimoine. Et si vous demandez à des Autochtones de venir et de faire partie de la communauté des travailleurs, alors commençons à leur démontrer du respect dès le début. Ne leur demandez pas de prêter serment sur une Bible, poser la main sur une Bible, alors que pour bon nombre d'entre nos membres, il y a toujours un membre dans la famille qui a eu une expérience amère avec cette Bible. C'est la même chose avec l'allégeance à la reine. J'ai une mère irlandaise qui était très proche de la monarchie et nous avons souvent des problèmes parce que je regarde la monarchie et je vois, tout ce que je vois, c'est la destruction qu'ils ont semée derrière eux. Et vous demandez à un autochtone de prêter allégeance à quelqu'un qui a causé beaucoup de tort et beaucoup de souffrance à leurs membres et à leur famille. Et donc,
essayons de faire quelque chose qui permet de témoigner du respect à nos communautés autochtones et qui permet à nos membres autochtones de savoir qu'ils rentrent dans un espace inclusif. Et c'est souvent un des plus gros mots, un des mots les plus utilisés lorsqu'on entend des gens parler aujourd'hui, que ce soit des députés ou que ce soit des membres du gouvernement. Tout le monde connaît le terme inclusif. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas inclus dès le début à ce niveau? Donc, c'est quelque chose qu'on devrait régler en tant que syndicat lorsque nous assistons à des rencontres autochtones. Nous invitons tout le monde et nous reconnaissons leurs origines, nous reconnaissons le territoire sur lequel nous nous réunissons et tout le monde a l'opportunité de prendre la parole. Malheureusement, lorsque nous rentrons dans nos milieux de travail du gouvernement ou dans les espaces fédéraux, ce n'est pas la même chose. Nous devons changer ces pratiques-là. Alors, étape 1, c'est de permettre aux gens de rentrer dans la fonction publique, de leur témoigner du respect dès le début. Deuxième étape, pourquoi ne pas reconnaître les événements traditionnels, les célébrations des fêtes traditionnelles. Par exemple, ici, dans la communauté Blackfoot, nous avons la Sundance, qui est une période très, très importante de l'année. Mais dans la communauté scientifique ou dans la communauté, dans les milieux gouvernementaux, cela n'est pas reconnu du tout. Alors que nous avons des membres qui ont des rôles à jouer dans cet événement du Sundance parce que c'est un événement familial et communautaire et ça a toujours été toujours été le cas depuis des temps immémoriaux. Donc, on devrait faire quelque chose pour nos membres autochtones et c'est l'une des choses à faire, de respecter cette période-là et cet événement-là. Et comme j'ai mentionné à certains d'entre vous pendant des conversations, nous avons le Boxing Day, nous avons Noël, nos membres juifs ont leur journée de célébration, les musulmans peuvent célébrer le Ramadan, par exemple. Je ne sais pas s'il y a eu des membres de la communauté autochtone qui ont eu un congé pour le Sundance et ils doivent prendre un congé personnel. Pourquoi est-ce qu'on exclut les mêmes personnes qu'on dit vouloir inclure dans nos communautés? Donc, je pense qu'on devrait reconnaître ces jours de célébration et comprendre et respecter le fait que ces journées sont aussi importantes pour ces membres des communautés autochtones que les célébrations des fêtes chrétiennes et des fêtes juives. Donc, si on veut faire preuve de compassion vis-à-vis des gens, de nos employés, on devrait s'assurer que cela est fait de manière équitable. Donc, on ne devrait pas permettre à un membre de la communauté autochtone de prendre un congé personnel pour aller célébrer un événement d'une telle importance. Donc, les familles traditionnelles, par exemple, c'est très différent et une fois de plus, on devrait reconnaître que il y a des moments où les membres autochtones, il y a des périodes où ils ont des responsabilités familiales auxquelles ils doivent assister et ils devraient avoir également ces congés-là parce que la famille traditionnelle telle qu'on la comprend dans la communauté autochtone est différente. Ils ont des responsabilités vis-à-vis de cette famille-là et on devrait le reconnaître également. Donc, j'aimerais juste sortir une petite note, vous donner une petite note concernant le 21 juin. J'ai toujours considéré que le 21 juin était une de ces journées où je ressens des émotions assez confuses parce que c'est comme une façon de reconnaître la journée des Autochtones, mais c'est malheureux quand même de voir que c'est une seule journée lorsqu'on tient compte de la longévité des populations autochtones sur ces terres. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose de plus qu'une seule journée? De la même façon de même manière que ce que font les provinces lorsque
Ils célèbrent les personnes qui vivent dans cette province. Vous avez par exemple des fêtes provinciales qui se célèbrent soit en août ou en février. Alors pourquoi est-ce que notre gouvernement fédéral ne peut pas reconnaître cela et dire si on veut le faire, qu'on fasse bien les choses? Et une fois de plus, c'est une journée qui ne devrait pas juste figurer comme étant une journée à la célébration des personnes autochtones. C'est votre journée, ça devrait être votre journée à vous et vous ne devrez pas prendre sur votre congé personnel, donc ça mérite de la reconnaissance. Un autre domaine sur lequel nous devons nous pencher, et cela me ramène à la question des langues également. Certains des titres que nous utilisons au sein du gouvernement, par exemple, comme Lorraine l'a mentionné, ça fait plus de 30 ans que je travaille pour le gouvernement fédéral dans 4 départements différents. L'un desquels, c'était le département des Affaires étrangères, un des programmes sur lesquels je travaillais. On avait une division de l'Est et de l'Ouest et ils ne pouvaient pas trouver un meilleur titre, tout simplement parce que ils n'avaient pas demandé aux Autochtones quel serait un meilleur nom pour ce titre. Le travail consistait à regarder, à faire un agrégat des ressources naturelles dans les communautés autochtones et puis trouver des moyens de développer et d'exploiter ces ressources-là. Mais le fait de nommer ce département minéraux ou minerais étrangers, pour moi, c'est quelque chose de terrible. C'était un bon programme, mais l'intitulé du projet, vous sortez pour vous adresser aux communautés autochtones, vous avez une carte d'affaires qui dit des minerais étrangers. Ce n'est pas, ça n'en dit pas, ça en dit long sur votre mentalité. Et une fois de plus, parlant de langage, lorsque vous allez vous adresser aux communautés autochtones, notamment dans la communauté de la recherche, communauté dans laquelle j'ai été communauté dans laquelle je me suis retrouvé pendant de longues années. Lorsque vous faites des partenariats et que vous cherchez à nouer des partenariats avec des communautés autochtones, il serait intéressant d'avoir quelqu'un qui parle la langue de la communauté que vous allez visiter. Imaginez-vous, par exemple, que vous envoyez un Mohawk qui parle anglais, qui ne parle pas un seul mot du Mohawk, qui va aller s'adresser au conseil des Mohawks. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, une fois de plus, c'est à ce niveau que la langue devient un outil important. Et dans les 12 années et plus où j'ai été ici en Alberta, il y avait une nécessité pour moi d'apprendre le Mohawk dans le cadre de mon travail, ça aurait été très, très palpitant, très, très intéressant pour moi parce qu'au moins, si j'allais balbutier devant la communauté, au moins, l'effort serait apprécié. Donc, au lieu d'aller juste leur dire que nous voulons faire des choses, au lieu de leur raconter des platitudes, ils verraient qu'on fait des efforts sincères. Et une fois de plus, je l'ai mentionné, lorsque vous écoutez, par exemple, les aînés parler, il y a une certaine dignité dans la façon de faire. Il y a du vécu dans leur façon de s'exprimer et il serait bien de leur témoigner le même respect en leur parlant dans leur langue. J'ai toujours étonné lorsque vous sortez, vous voyez des petits-enfants qui parlent dans leur langue. Et puis, très rapidement, ils peuvent vous parler en anglais et puis revenir s'exprimer avec leurs amis dans leur langue. C'est quelque chose de vraiment incroyable de préserver cette compétence et ce talent vivant. Donc, voilà un autre aspect sur lequel on devrait peut-être se pencher. Un autre aspect sur lequel on devrait se focaliser en tant que syndicat, et je pense qu'on fait quelques efforts là-dessus, mais il y a encore peut-être du chemin à faire à ce niveau. Mais en fait, il faudrait sortir et commencer à s'adresser aux autorités dans les écoles et les lycées, montrer aux communautés autochtones que le gouvernement pourrait être un milieu attractif pour l'emploi si on pouvait mieux faire les choses. Et c'est à ce niveau que l'AFPC pourrait intervenir. Et comme vous l'avez entendu ce soir, bon nombre des programmes dans lesquels l'AFPC est impliqué mettent un accent particulier sur les préoccupations qui ont émané du plan d'action de la commission Vérité et Réconciliation. Mais si vous regardez, vous retirez, vous prenez un pas en arrière, vous vous rendez compte que nous avons énormément de communautés dans le pays qui
ont des problèmes d'eau potable, qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable, qui ont des problèmes en termes de sécurité alimentaire. Donc, si au niveau de l'AFPC, nous pouvions mener de telles actions pour nos communautés autochtones, cela démontre au public que nous sommes de leur côté, parce que je pense qu'une chose dont bénéficie l'AFPC, et je suis certaine que vous êtes au courant, c'est que l'AFPC a du pouvoir. Il a du pouvoir au-delà de ce que la personne, le citoyen moyen, peut avoir. Et c'est une des choses qui a souvent été très, très claire dans nos communautés. Donc, si vous regardez ce que nous avons vécu quand vous voyez ce que nous avons vécu au cours des 200 à 300 dernières années, et que nous sommes encore là et nous n'allons nulle part, nous sommes là tout simplement parce que, quel que soit le nombre de traités qui ont été brisés, ces terres restent nos terres. C'est nos terres, c'est notre patrimoine, et l'AFPC a fait un énorme travail à représenter et à défendre ces causes-là. Et nous, en tant que membres, nous devons leur apporter tout notre soutien du mieux que nous pouvons, tout simplement parce que c'est une grande bataille, et c'est vraiment le bon terme à utiliser, confrères et consoeurs. Ça va continuer à être un combat de longue haleine, tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas rendus au point où nous sommes égaux, parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas véritablement égaux. Et c'est une des choses, un des points sur lesquels la FPC a énormément évolué. Nous avons des grands leaders, nous avons des bons membres qui aiment être les outsiders, et qui aiment aller au combat, qui aiment batailler de manière acharnée. Et si on voudrait amener les communautés autochtones à s'intéresser à la fonction publique fédérale comme étant un milieu de travail avec des incitations d'œuvrer, à amener le gouvernement à revoir sa façon de traiter les communautés autochtones, avec des choses aussi simples que le fait de ne plus les obliger à prêter serment sur une Bible, par exemple, pour que vous prêtez allégeance à une organisation qui a fait tellement de mal à votre communauté. Donc, respectez nos traditions, utilisez nos traditions. Et puis, à un moment, si vous ne savez pas, demandez quelles sont nos traditions. Demandez-nous ce qu'on pourrait apporter dans la convention collective qui ferait en sorte que nos membres se sentent plus à l'aise et qui se sentent comme étant les bienvenus. Et si tel est le cas, vous pourriez avoir également d'autres membres de la communauté autochtone qui vous rejoignent. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Ray. Vous nous ouvrez les yeux davantage sur ces questions très, très importantes. Vous êtes en train de mettre en perspective ces pratiques inacceptables, et vous les mettez en perspective de manière tellement facile à comprendre. Et puis, je vais mentionner un point avant qu'on avance. Le fait de forcer quelqu'un ou des peuples de quémander une journée de célébration nationale pour les Autochtones, étant donné la représentation des Autochtones à travers le Canada. C'est complètement inacceptable et c'est horrible. Et je vais m'arrêter là. Je m'excuse à tout le monde. Ray, merci une fois de plus. Merci. Miigwech. Hi. Notre prochaine panéliste, il s'appelle Matthew. Matthew, je vais prononcer votre nom de famille, mes excuses. Matthew Niak. Matthew est un membre de Parc Canada à Pangnirtung. Il a fait partie du comité sur les langues autochtones de l'AFPC, du Conseil du Trésor et de Parc Canada. Matthew, je vous cède la parole. Mais je vous demande si vous pouvez nous parler quelques minutes de votre participation dans la lutte pour la reconnaissance des langues autochtones dans la fonction publique. Matthew.
Did we have a translator for Inuktitut? Yes, translation is happening. So if you choose to speak in Inuktitut, Okay, so how can I can't hear her. So I just want to know when to stop for her Je veux savoir quand arrêter. L'interprétation est simultanée. Parler de façon lente, ça ne sera pas un problème. Elle va vous interpréter sans problème. Yanami Matthew no yuyunga. Panakto nunavum. Amma manager na tawatara ma manager mittunga iqqanayak tituinna yunga. Uqa yaqattaniaqqunga tukisingittoqarippa qallunaatitu nga qausiqattarunnaniartakka amma neettuutigasorniaqqara inuusuttuuyungassuli aaguqartunga taattinginni Inuktitut uqausira. Inuktitut is my first language. L'inuktitut est ma première langue. C'est ma langue maternelle. Tu qallunaatitu iligiaqalilorsimayung. Teema kisiani iqqanayaartaarniarama qallunuuyasuunguma. Ilillarillunga kisiani teema kisiani maannaulurtu iqqanayaaqarpissaulunga. Qitungaqartunga maqunni paniqartunga irneqartunga irnera aagunga tallim panimma aagunga 12 years old. Inuttituuqassuut irnerainuttitu panigaqallunaatitu ilippallialertu. Nuliaqainuttituuqassuuq inuttituttau iligiangernikut teemaattau qallunaatitu ilippallialiteennermiu. Aminuttituunginnartugu Ami qallunaujaqattangittugu angiyoqqaakkaini They don't speak English. Atatagai qaluga suttiuyo ammaanguna suttiulluni inna toqaulummayuq iqaluga sugiiraimmat iqqanayanngitoqsititaarasuligaimmat qallunaujaqsimayu inna limaanguvattugaavamakkuningaartu inuttitoqtoqagalaangittu kisiani uvangau qatangutikkalu ikayortutigu iqqanayanngitoqsiyutitaariaqaleraimmat pitippattavu inuttituungayoqangimma pigunnayaangimmagit anaanagattau teimaangummiyu tikiseegumaligaimma taqallunaanit inuttituungayoqangimmat uvagukkisiani uvattinniaqqutiqartuni taunangat kisutaarigummayanginni pitisuuriyavu kiinauyakkuvimmi sugiaqaqqata kiinauyakkuvimmiluunni imatuersigiaqaqqata inuttituungayoqangimmat uvagukkisiani qitunganginni uvannilu aqqutiqartuni pitippattavu taakkuaqausiriyakka qautamaattia atoqpattatinni ilainnariyangi
Angiyoalan ni kamavattugu teema angiyokaatinnu pi'yu illuta. Angiyokkaavutungittut amisu ta'bani nunavumi teema piyauvattut kallunauyarunnagittut qitunganginnu ikayoktaullutik-kisiani qallunauyasuungummata. Provide accessible language. Aagu tuattip qalliyu iqqaneeyalertunga minguiseqbimmi taanna Indigenous Language Allowance taassuminga pigiartittiqataulorsimayunga tabbani nunavuumiittuta union kuulluta angiqatigiililaorsimayugu uttoriaqaratta governmakkunni inuttitunilliayut kiino yassatitaugunnaqqata inuttituusuungunniginnut Kanadau governmakkunni iqqaneeyarti inuit teemaattau pigunnariaqaq tugilluti uuttulilaorsimayavu inuttituumuungayumu taanna pingasuuti toraangalaorsimayoq kisiani avungaoyivallialerattigu toraangaquyaulilaorsimamma nunaqaqqaarsimayulimaanu Kanadami iqqaneeyartinu uqausinginni nilliasuunu toraangaquyaulilaorsimamma angilaorsimayugu uvagutuuniangimmat ilavu nunaqaqqaarsimayuuqativu Pinasoqatiginiaqattigu pigiaqanngatattau ilisariaugiaqammimmata uqausinginni Iqqaneeyarpitinni inuinnauyugu tabbani minguiseqbimmi Iqqaneeyarpittailuani inuttituinna pivattugu inuttituinna nilliavattugu qautamaa iqqaneeyaarigialivu inuttituinna kamagivattavu qallunauyarsimayoqaraluaqqata makuatitiqqai qallunauyarsimagaluaqqata inuugatta iqqaneeyarpittailuani inuuqatittinnu inuttituulertu tapivattavu angiyoqqaatinni qallunauyaraluaqqata uvangainuuqatinganu inuttitunillialunga iqqaneeyaarivattavu qautamaattiat inuttitu uqasuuni qallunauyarunnagittuni qautamaapaluttia minguiseqpimmuisertoqarpattu pulaariartuni uvagu inuttituusuungullu takisiani tunga I'd like to welcome everybody. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Ça fait partie de ma culture et ils doivent avoir l'accès à la langue, même s'il s'agit de services essentiels pour qu'on réponde leurs questions dans leur langue et que ce soit un bon accueil. Nous voulons être accueillants pour tous. Nos membres du Conseil sont nombreux. Dans la communauté, il y a des unilingues en Inuktitut. Et ce qu'ils ont en tête est établi. Les réunions ont lieu. Nous pouvons parler en Inuktitut. Mais lorsqu'il y a ces séances, nous devons être là pour que la communication se fasse, pour qu'on puisse traduire les nuances, pour savoir comment les gens essayent de communiquer leurs questions et nous devons fournir ce service. Nous comblons cet écart, même s'il y a un service de traduction. Nous voulons être là aussi pour fournir
la certitude que nous sommes sur la même page. Nous parlons aux clients chaque jour en Inuktitut et dans notre travail. Ce n'est pas dans nos descriptions de tâches, mais tous les jours, nous parlons à des personnes en Inuktitut. Nos collègues à Parc Canada, lorsqu'il y a des services vers le français, Parc Canada fournit une allocation de l'anglais au français ou du français vers l'anglais. Il y a très peu de services qui sont nécessaires en français, mais ils reçoivent une allocation et nous travaillons beaucoup plus à voir à ce que les services sont offerts de l'Inuktitut vers l'anglais ou vice-versa. Il semble y avoir une inéquité à fournir des services équitables à nos clients. Donc, nous voulons nous voir à ce que ceux qui parlent qu'une seule langue ont l'accès à nos programmes et s'ils ont des questions au sujet de politique ou de tout ce qui est lié à Parc Canada, nous voulons nous assurer qu'ils obtiennent les services. Mon épouse qui parle Inuktitut aussi doit faire cela au gouvernement du Nunavut où elle travaille pour voir à ce que les services qui sont offerts dans les deux langues, anglais et Inuktitut. Cependant, il semble y avoir une inéquité entre les employés du gouvernement du Nunavut et les employés qui tombent sous l'AFPC du gouvernement fédéral. On trouve qu'il y a des iniquités. Alors, nous n'obtenons aucun avantage linguistique et il est triste de l'entendre. Ce serait bon de l'obtenir. Je vais terminer là pour maintenant, mais je veux vous remercier sincèrement de m'avoir invité et de me laisser partager certaines de mes pensées. Je vous remercie. Merci, Matthew. Merci beaucoup. C'était très beau d'entendre votre langue, comme c'est votre langue première. Je sais que beaucoup d'entre nous, cela nous a procuré de la joie de vous entendre et vos mots résonnent très fermement auprès de nous. D'avoir toujours à demander de l'aide chaque fois que vous vivez dans votre territoire traditionnel où on ne reconnaît même pas votre langue première, nos cœurs sont tristes et nous luttons pour que vous ayez la reconnaissance nécessaire dans votre communauté. Et Matthew, encore une fois, je vous remercie. Vous êtes tellement apprécié. We will be moving on to our... Nous allons maintenant passer à notre quatrième oratrice, Denise Hampton. Denise est actuellement agente régionale de l'éducation dans la région de l'Atlantique de l'AFPC. Elle a des ancêtres dans le sol d'Afriqueville et de la Première Nation Sabega-Negiri, et leur héritage guide son travail pour la justice sociale et raciale.
Elle a passé toute sa vie professionnelle comme éducatrice syndicale à défendre les travailleurs, à lutter pour la justice. Son travail en éducation, c'est un prolongement direct du travail anti-bigoterie, anticoloniste, pro-féministe et de justice climatique qu'elle a effectué dans son syndicat et sa communauté. Alors, accueillons Denise. S'il vous plaît, prenez le micro. Merci Lorraine. J'ignore comment est-ce que je vais pouvoir prendre. C'est toujours difficile de prendre la parole après ces panélistes de renom. J'aimerais tous les remercier d'entrée de jeu pour leurs paroles sages et pour leur esprit. Et je vais demander que mes ancêtres me guident dans mes paroles d'aujourd'hui, parce que même si on n'est pas vendredi, mes amis savent que les vendredis, on se dit des vérités. Et puis, on va essayer de réfléchir sur les prochaines étapes, sur ce que le syndicat peut continuer à faire à la table de négo afin d'améliorer la question des droits linguistiques et aussi obtenir ces droits linguistiques dans des zones où il n'y en a pas. Et donc, j'ai pensé qu'il était vraiment important pour nous de savoir pourquoi est-ce que c'est important, les droits linguistiques. Si nous ne sommes pas en mesure d'expliquer de manière claire pourquoi est-ce que c'est important pour certains membres, à nos membres de famille et à d'autres membres de notre communauté. Cela va nous prendre 2 fois plus longtemps pour qu'on puisse arriver là où on veut se rendre. Et donc, j'espère que mes commentaires vont vous aider au moment où vous allez échanger avec d'autres membres du syndicat en particulier, et donc nous permettre de réaliser notre objectif. Et j'aimerais m'arrêter en mentionnant que les personnes qui sont des deux à côté de la table de négo doivent comprendre les raisons pour lesquelles les droits linguistiques sont très importants. Les 530 années de colonialisme peuvent être perçues dans tous les aspects de notre société. Je dis souvent que c'est gravé comme dans du marbre. Et donc, ces effets vont prendre du temps à s'estomper. Donc, ça fait seulement 25 ans. Levez la main si vous êtes âgé de plus de 25 ans. Ça fait seulement un peu plus de 25 ans qu'on a fermé les derniers pensionnats dans ce pays. C'est des endroits où les enfants étaient torturés parce qu'ils avaient parlé la langue de leurs parents, la langue de leur communauté. Et donc, cette histoire n'est pas unique à ma famille. C'est une histoire d'horreur. Ce n'est même pas une histoire unique. C'est une histoire très courante dans nos communautés. Et donc, c'est ça. Je pense également qu'il est juste de mentionner que la majorité des Canadiens se sont rendus compte que ont constaté les horreurs de ces institutions il y a seulement quelques années. Et parce que nos aînés nous en avaient parlé, nos aînés étaient au courant, mais la plupart des Canadiens ont découvert cette réalité il y a seulement quelques années. Et au cours des 12 derniers mois, il y a eu une avalanche de récits et d'efforts pour apprendre. Et je pense qu'il n'est que normal de dire que nous, Première Nation et Nation Inuit vivante au Canada, avons fait preuve énormément de patience. Mais notre patience a bien entendu des limites. Donc, il est grand temps que la décolonisation prennent les devants à cette table de négo pour s'occuper des questions de harcèlement, pour s'occuper des questions de harcèlement, d'équité à la table, et puis d'intégrer les questions linguistiques, de droit linguistique à la table de négo. Donc, c'est une des façons de commencer à démanteler le colonialisme sous toutes ses formes. Ce que le syndicat doit garder à l'esprit, c'est que par le passé, et parfois dans un passé assez récent, le syndicat, non pas seulement l'FPC, mais beaucoup de syndicats ont contribué à l'oppression des Autochtones. Peut-être pas de manière active ou délibérée, mais ils ont participé d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des périodes où les Autochtones ont été complètement exclus des conventions collectives. J'ai vu des conventions collectives où nous étions complètement et de manière exclusive ignorés.
Et il y a également eu des conventions collectives où il y avait de l'hostilité vis-à-vis des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Mais ces jours-là sont révolus. Et le fait d'affirmer notre culture, notre langue et notre histoire, ça va être un fait dans notre syndicat pour les années à venir. Et les syndicats devraient déjà commencer à s'y faire. Donc, les syndicats ne peuvent pas se permettre d'être neutres dans leur soutien aux travailleurs autochtones. Et étant donné que nous avons tellement de travail de rattrapage à faire, nous devons être davantage plus agressifs dans notre démarche vers la demande des réparations et de la justice. Et cette négociation, cette revendication des droits linguistiques est un des jalons sur ce long chemin. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais prêter votre idée et de l'inclure dans ma présentation sur la décolonisation des conventions collectives. Quand on parle de la décolonisation et de créer de l'espace pour les Autochtones, il y a 3 choses que je recommande qu'on arrête de faire et 3 choses que je recommande de commencer à faire. La première, on devrait arrêter de répliquer ou de calquer les systèmes gouvernementaux. Ray nous a donné un exemple parfait de ce à quoi ça ressemble, d'émuler, de calquer les pratiques gouvernementales, le fait de poser la main sur une Bible. On devrait arrêter d'insister là-dessus. Le gouvernement fédéral dans ce pays est bâti sur un régime de colonialisme. Et le fait de calquer à ce même système permet tout simplement de répliquer ce système qui a été bâti sur la base de la suprématie blanche. La deuxième chose qu'on devait arrêter de faire, c'est d'arrêter de s'attendre à ce que les Autochtones fassent tout le travail, fassent tout le sale boulot. Donc, on devrait arrêter de parler et puis s'assurer que les bottines suivent les babines. Donc, le fait d'intégrer ces revendications-là à la table de négo montre vraiment des actions concrètes. On ne devrait pas dire, par exemple, il n'y a pas de la place pour une personne autochtone dans cet espace. Les commentaires de ce genre ne sont pas utiles, ils sont désingénieux, ils sont mensongers et c'est aussi c'est très colonialisé, c'est un ton très colonial. L'autre chose à arrêter, c'est d'arrêter l'esprit de la performance. La performance est du ressort du théâtre, de la scène, du spectacle. Cela n'a aucune place au sein du syndicat, à moins que vous soyez en train de commencer un syndicat basé sur la performance. Donc maintenant, l'esprit d'allié également, vous devez commencer à vous prononcer, à vous présenter en tant qu'allié. Donc vous ne devez pas vous attendre à faire moins de travail et vous attendre à obtenir le crédit. Nous vous voyons quand vous vous rangez de notre côté et nous sommes au courant du fait que vous êtes de notre bord. Nous vous portons dans nos prières, nous vous portons dans nos cœurs, nous plaçons du tabac pour vous, nous faisons des cérémonies en votre honneur et nous vous célébrons et nous espérons que ces ondes positives vous atteignent. Mais le fait de le déclarer de manière régulière et vous attendre, je ne sais pas, à des tables d'honneur ou à des décorations, je ne sais pas, ce n'est pas très très digne. 3 choses que nous pourrions commencer à faire, des mouvements de travailleurs et les syndicats peuvent commencer à faire, c'est d'étudier le rapport du comité réconciliation de vérité et réconciliation. Donc, revoir ce rapport et voir quelles sont les revendications ou des actions que le syndicat sur lesquelles le syndicat peut agir. Donc, l'action 67, c'est celle qui se tourne directement vers les membres de la FPC. Donc, je pense que cela a une importance capitale dans les conventions collectives. Nous ne prêtons pas attention. Il y a des sections sur la langue, la culture, la santé et même le sport qui pourraient être inclus dans le cadre des conventions collectives. L'appel 67 à 70 a la possibilité d'apporter des changements à des milieux de travail où se trouvent des membres de la FPC. Imaginez quel message fort vous pourriez envoyer si vous soumettiez, par exemple, un appel de l'article 67, du point 67 à 70 et demandez un appel en action. Donc, oui, je dis 67 à 70 et 79 à 83. Donc, ces différents appels à l'action.
Je sais que la convention collective porte de manière traditionnelle sur le fait d'avoir des gains monétaires à la table. Nous le savons tous, mais l'AFPC est dans une position unique. Il négocie directement avec le gouvernement fédéral, ce gouvernement qui a créé les pensionnats autochtones et qui a créé également, qui a jugé qu'il est nécessaire de créer la commission de vérité et réconciliation. Donc, l'AFPC devrait tenir ce gouvernement responsable et, bien entendu, faire partie des groupes, des mouvements d'appel à l'action. Donc, l'AFPC devrait essayer de faire du mieux qu'il peut pour décoloniser ce milieu. La deuxième chose à commencer à faire, c'est d'apprendre et d'enseigner. Nous savons tous que le meilleur moyen de bâtir la solidarité, c'est si les gens ont des intérêts, ont un intérêt dans quelque chose. Vous ne pouvez pas le réaliser si les membres ne savent pas pourquoi est-ce que cela est important, pourquoi est-ce que ça compte. Et le fait d'apprendre des choses sur la taxe des Autochtones, les atrocités commises par la Garde royale du Canada dans les années 65, et puis l'histoire des premières réserves et leur lien avec le commerce, la traite des esclaves, et également l'hôpital pour les enfants malades et les hôpitaux indiens. C'est toutes les choses dont que lorsque vous apprenez des choses là-dessus, cela crée une meilleure compréhension de l'importance et de la pertinence des droits linguistiques et des raisons pour lesquelles il est important de restaurer la culture et de négocier ces points-là dans le cadre de la convention collective. Je pense que c'est un bon premier pas. Si nous n'avons rien appris au cours de cette dernière année, je pense que s'il y a une chose qu'on a appris, c'est que, en fait, que soit on manque à nos devoirs au pire et au mieux que nous traînons le pas. Donc, quelqu'un nous a appris que c'est l'éducation qui nous a emmenés à cette situation et seule l'éducation nous permettra de sortir de cette situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et puis, l'autre point est de comprendre que notre société est ancrée et bâtie sur un legs, un patrimoine colonial. Il est gravé comme sur du marbre. Ça veut dire que le colonialisme se retrouve dans toutes les sphères de la vie, qu'elle soit privée ou publique. Je ne suis pas heureuse de vivre dans un pays où les architectes du génocide sont célébrés. Par exemple, pour des systèmes qui défavorisent certaines personnes continuent, ou des systèmes qui sont dangereux et néfastes continuent à perdurer sans être remis en question. Donc, généralement, quand ces choses-là se passent, cela veut dire que quelqu'un a quelque chose à gagner ou quelqu'un tire profit de cette situation, et les personnes qui gagnent à ce que les choses restent ainsi ne vont pas abandonner aussi facilement. Donc, le syndicat devrait justement participer et ne pas participer lorsque cela les arrange, mais aussi, comme par exemple pendant les célébrations du mois du patrimoine autochtone, mais aussi pendant que nous sommes en train de mener de bons combats comme nos droits linguistiques. Nous avons eu 10 000 jours, ça fait exactement 10 000 jours que la première nation Antaga n'a pas d'eau potable. 10 000 jours, c'est les communautés dans lesquelles les membres de la FPC vivent et travaillent. Donc, j'ai commencé mon propos en mentionnant que nous avions fait preuve de patience. Je devrais me rectifier en disant que nos communautés ont fait preuve de patience. Mes amis me charrient souvent en disant que je ne suis pas très patiente, mais la patience fait partie des enseignements sacrés chez nous. Nous avons fait preuve de patience pendant plus de 500 ans. Et j'essaye de réfléchir à quelque chose. Et je me pose la question de savoir, mais à quoi d'autre je pouvais penser? Je ne pouvais pas penser à autre chose hormis la patience. Donc, je vais terminer en paraphrasant quelqu'un qui a mentionné que pendant de longues années, nous avons entendu le mot « attendez ». En fait, ce mot continue de résonner dans les oreilles de chaque personne inuite, chaque personne des Premières Nations, chaque métisse qui recherche de la réparation pour ces injustices. Cette attente a très souvent été un synonyme de jamais. Donc, 530 années de brutalité, d'enfants volés, de culture volée et de génocide. Alors, pour combien de temps encore est-ce qu'on devrait faire preuve de patience, d'après vous?
Alors, je lève mes mains une fois de plus envers vous, mes chers panélistes, et à ceux qui m'ont demandé d'être là aujourd'hui. À vous, Alain, je dis miigwech, je vous dis merci. J'avais besoin d'une seconde. Denise, merci beaucoup. J'étais vraiment très enthousiaste, mais j'avais envie de pleurer aussi. Je suis inspirée par ce que vous venez de dire. On ne peut pas attendre. Ce soir, nous avons l'occasion. Ceux qui sont inscrits, les personnes qui participent ce soir, vous pouvez rester et vous pouvez faire une action. Nous avons ce plan. La prochaine personne que je vais vous présenter va avoir les instructions. Denise, Ray, Matthew, Michael. À tous nos conférenciers, de la vérité, notre reconnaissance est immense. Nous sommes très humbles, nous sommes honorés que vous ayez participé et au nom de l'Alliance de la fonction publique du Canada, merci beaucoup. Je dois passer à la prochaine partie. Veuillez garder ces mots en tête. Nos yeux sont ouverts. Nous allons accepter la vérité et ça va nous amener vers la réconciliation. Les langues autochtones, on ne peut plus traiter les personnes injustement. Nous pouvons faire quelque chose. Notre prochaine personne qui va parler, et je suis honorée de faire partie. Nous allons parler à Sharon de Souza, la vice-présidente exécutive nationale de l'AFPC. Sharon, je vous cède la parole. Merci à tous. And thank you very much, Lorraine. Merci beaucoup, Lorraine, d'avoir animé ce panel et merci à tous les panélistes. Nous avons entendu parler de cette discussion très importante. C'est une belle discussion, mais c'est le moment de passer aux actes. Et je suis très heureuse d'être là pour me joindre à vous pour une allocation pour les langues autochtones. Nous devons continuer d'exercer de la pression. Nous allons faire une action courte avec des membres de partout au pays pour soutenir nos revendications pour une allocation de langue autochtone. Et nous avons une campagne pour appeler des députés en les invitant à soutenir nos demandes d'allocation pour les langues autochtones. Je vais vous expliquer.